Marco. Salut tout le monde, bienvenue à l'ASDAQ Phoenix où là on va rediffuser intégralement la conférence de Céline Basset sur la microbiologie des sols, permaculture sur sol vivant et régénérescence des sols. Donc c'est un petit peu la base de la récupération de la souveraineté alimentaire. Donc voilà, on vous invite à regarder tout ça, ça va être super intéressant et on va rediffuser la conférence en intégralité. Donc voilà, bienvenue à tous. Les enfants peuvent s'occuper, si vous voulez venir avec les enfants, c'est welcome. On a du café, des pains au chocolat, des croissants, des softs. Et conférences sous chapiteau, à l'ombre. Alors, prête pour la conférence? Eh bien oui, merci beaucoup pour votre accueil et on va parler de microbiote et du sol et de résilience alimentaire aujourd'hui. C'est une conférence que tu as démarrée il y a quelques temps? Oui, c'est donc organisé par la Ferme du Sol qui est une association d'intérêt général et en fait... C'est revenu. C'est ok. On est nouveau en direct, donc... On est nouveau en direct. Voilà. Donc l'idée c'est de connaître en fait les 5 acteurs du sol, bactéries, champignons, protozoaires, nématophones, micro-arthropodes, de comprendre leurs liens et surtout de comprendre comment est-ce que ça réinstalle de la fertilité dans le sol avant l'installation de techniques régénératives comme la permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie. Donc c'est vraiment rassembler ce qui était basse et comprendre vraiment la biologie du sol de manière très simplifiée. Donc voilà. Bon, mais super, je te remercie. Et merci. Bon courage pour ta... On va faire. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Ok, messieurs, dames, la conférence va commencer. Merci à Céline Basset d'être parmi nous aujourd'hui. On va nous parler des outils de souveraineté alimentaire et tout ça. Donc voilà, merci à elle et la bonne conférence. Bonjour pour ceux et celles qui ne connaissent pas et ceux et celles qui connaissent aussi. Merci au Congrès de Liberté d'organiser cet événement. Merci de vous être levés. Parce que je sais que samedi matin, c'est un peu compliqué pour tout le monde en général. Donc merci d'être là. Et pour le coup, c'est un événement, c'est donc la Ferme du Seuil qui depuis le mois de... Merci Alexandre. Qui depuis le mois de mars fait une campagne de sensibilisation sur les acteurs du sol, c'est-à-dire la microbiologie du sol, mais en gros de manière très simplifiée. Et quel est le lien avec la résilience alimentaire d'un territoire ou de multiples territoires par rapport à ce microbiote du sol. Donc, on va procéder d'une manière de quand vous comprenez vraiment rien, vraiment vous me posez la question. Alors après, c'est que si je suis interrompue tout le temps, je vais perdre le fil. Donc on va voir, on va jauger si on répond en même temps ou alors est-ce qu'on fait les questions après. On s'organisera, vous verrez nous-même. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, là c'est la petite présentation. On va d'abord voir, je vais me présenter. Ensuite, on va voir les enjeux actuels et les problématiques actuelles que vous connaissez sûrement, mais peut-être qu'il y en a quelques-unes que vous ne connaissez pas et il faut que ça vienne à vos oreilles. Ensuite, on va voir quelles sont les solutions. Le bon Marc-André Sellos en parle déjà. Les Bourguignons ont déjà bien déminé la question dans les années 90 et 2000. Ensuite, on verra comment est-ce que aussi l'économie va faire partie de notre résilience. La question dans les années 90 et 2000. Oui, tout à fait. Ensuite, on verra comment est-ce que aussi l'économie va faire partie de notre Berlin, résilience. il est encore connecté. Ça gère trop. C'est Gwen? C'est bon, je peux rien. Cool, merci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va voir en gros, on va vraiment partir du microbiote du sol pour en arriver au microbiote territorial. C'est-à-dire on va vraiment voyager à travers des échelles microscopiques, macroscopiques,
pour pouvoir comprendre comment est-ce que la résilience alimentaire elle s'organise à votre échelle, mais aussi sur l'échelle d'un territoire et à l'échelle du sol. Alors, une petite présentation. Donc, je suis la fondatrice de la Ferme Boussole, qui est donc l'association d'intérêt général qui, aujourd'hui, vous offre cet atelier de sensibilisation. Elle existe depuis en vrai 2016, mais elle était née au Vietnam, parce qu'à l'époque, je vivais en Asie. Ensuite, en France, je suis rentrée en 2019. Et puis, à partir de là, je me suis installée sur la toute petite parcelle agricole de ma mère. Donc, j'ai une petite entreprise agricole, mais qui ne génère aucun chiffre d'affaires, puisque l'ensemble des fruits et des légumes qui poussent vont en général au laboratoire à Eurofin pour faire des qualités nutritionnelles. En fait, je mets mes parcelles agricoles à la disposition d'associations, parce que c'est une énorme ferme laboratoire à ciel ouvert. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais vous vendez vos légumes, où est-ce qu'on... » Non, je ne les vends pas parce qu'ils font tous partie d'un protocole expérimental. Donc, ils sont... vous avez les résultats sur bluesoil.org en général. Vous pouvez suivre en fait les expérimentations qu'on fait. Ensuite, j'ai créé il n'y a pas longtemps le laboratoire santé du sol. Le laboratoire santé du sol, c'est beaucoup, on est spécialisé dans le diagnostic microbiologique. Alors, on a une technique particulière. Et ensuite, on fait de l'accompagnement de projets, itinéraires techniques, et puis conférences d'intervention. Par où commencer aussi pour moi? En gros, à la base, je faisais pas du tout partie, je suis pas du tout agronome, je suis pas microbiologiste de formation. À la base, j'étais dans les neurosciences et la psychologie cognitive, les sciences humaines et sociales, il y a très très longtemps. Très longtemps, c'était en 2009, quoi, ça va, 40 ans, pas si vieux. Et en 2016, j'ai eu une maladie du microbiote intestinal, même un peu avant, et c'est là qu'en fait, toute l'aventure avec le sol a commencé. Donc voilà, je suis aux États-Unis à l'époque, je suis acceptée à la New York University pour faire mon PhD dans les sciences humaines, et là, bim, malade, ça rien ne va plus. Donc je perds beaucoup de poids, je suis très très malade, et je regarde pourquoi est-ce que j'ai cette candidose, qui est donc un champignon qui va tapisser votre flore intestinale. Tout le monde connaît le microbiote intestinal? Ok. Donc le microbiote intestinal, en gros, sans lui, vous ne pouvez pas digérer. Si vous n'avez pas ces bactéries et ces champignons dans votre intestin, la digestion, même si vous mangez bio, même si vous mangez biodynamique, super bio, ça ne servira à rien. Vous n'avez pas les acteurs dans l'intestin pour pouvoir digérer correctement et redistribuer les nutriments à votre système. On va faire vraiment très simple. Je suis loin de là, je ne suis pas la spécialiste du microbiote intestinal. Donc j'ai ce type de problème-là. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis malade? Et c'est là qu'en fait, en regardant ce que je mangeais dans mon assiette, et en regardant comment c'était cultivé, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai commencé à me rapprocher en fait du sol. Puisque le sol n'a plus vraiment de microbiote, lui non plus, il n'a plus assez de bactéries, pas assez de champignons, enfin ça il en a de la bactérie, il en a, mais il lui manque les 4 autres groupes, les champignons, les protozoaires, les nématodes, les microarthropodes. Donc ces 4 groupes-là, ces 5 groupes, ils sont visibles que avec le microscope. Au-dessus, en gros, après vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est vert et vers de terre. Mais là vous le voyez, vous n'avez pas besoin de microscope. Donc voilà, à l'époque, je me suis posé cette question, mais mince, qu'est-ce qui fait que je suis malade? Qu'est-ce qui fait que je ne digère plus? Et oui, et là il y a quand même des études scientifiques, notamment certaines personnes comme Marie-Anne Derès, qui est ingénieur agronome nutritionniste, excusez-moi, qui est en France, qui travaille sur le microbiote intestinal et qui montre qu'il y a effectivement des similarités. Si on a un bon microbiote du sol, on aura un bon microbiote intestinal. Puis il y a tout un autre champ d'études scientifiques qui est en train de se développer. Je vous laisse rechercher, puisque encore une fois, je ne suis pas la spécialiste du microbiote intestinal. Juste le nom du champignon qui Candida albicans. A-L-B-I-C-A-N. Donc on appelle ça souvent une candidose. Donc c'est une maladie qui est principalement très européenne, très occidentale aussi. Parce qu'aux États-Unis, plein de gens ont ce type de maladie. Donc ça, c'est un révélateur, si vous voulez. Un révélateur qui est venu me dire « Ah, il y a peut-être un petit problème au niveau du sol. » Donc voilà.
Oui, aussi. Pendant mes études, oui, j'étais aussi réserviste en gendarmerie. Donc là, j'ai appris le territoire, les notions de sécurité. Oui, je sais, ça fait l'air certain, surtout ici, il n'y a pas de souci. J'assume. Mais c'était très, très, très important, en fait, puisque ça permet de comprendre un autre organe. Un organe, celui de l'organe de la sécurité et de la défense. Alors, c'est pour ça qu'il y a un lien entre, justement, la résilience alimentaire, la sécurité alimentaire et la sécurité d'un territoire. Et la sécurité de notre santé. Donc en fait, là, je vais être là pour gommer les divisions et pour plutôt créer des passerelles entre tout le monde. Car, dans la nature, tout n'est que passerelle et pas de division. Alors aujourd'hui, on a des études en cours, donc avec Sabine, Yann et Valérie Martineau. Sabine, Yann, Valérie. Donc là, on est en train d'expérimenter des élevages de micro-organismes. On est dans l'étape diagnostic et on essaye en fait de voir comment est-ce que les agriculteurs peuvent aujourd'hui, mais tout bêtement, se permettre de franchir ce cap, d'être en transition. Parce que la petite question, selon vous, pourquoi les agriculteurs ils passent pas au bio ou à des méthodes un peu plus régénératives? Est-ce qu'il y a des idées? Je voudrais juste savoir, c'est quoi vos perceptions? Le temps de transition entre une rentabilité conventionnelle et un MSV, quoi. Le temps entre une transition venant du conventionnel en culture et l'arrivée en MSV en maraîchage, par exemple pour les maraîchers. Ce temps-là ne leur permet pas de tenir. Et en fait, c'est pour ça qu'on essaie de raccourcir ce temps de transition. Et du coup, ça a plus de chute. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez on ne reste pas assez à ce temps de régénérer le sol, etc. Donc là, ça serait un problème économique par rapport au délai régénératif. 3 ans pour passer du conventionnel en bio, 3 ans, c'est pas possible, quoi. Si la terre elle a eu 20 ans, 30 ans d'exploitation en conventionnel, il faut 5 à 7 à 8 ans pour avoir quelque chose de potentiellement rentable, si on parle de rentabilité, quoi. Ok, très bon argument, je prends. Quelqu'un d'autre a une idée? Il n'y a pas d'aide, aucune aide. La politique agricole commune soutient que les grosses les exploitations et pas les petites. C'est impossible économiquement, parce qu'on est, moi je suis apiculteur, alors voilà, on n'a pas de soutien. On veut aller dans une autre direction que ce qui se fait actuellement. Donc en fait, avec une grosse ferme, il faudrait faire 10 petites fermes déjà. Il faudrait que l'Europe et la France aillent dans ce sens-là. C'est aussi politique. Politique, mais après économique, parce qu'après sur nous, quand on n'a pas le sou, c'est compliqué de pouvoir faire manger ses enfants. D'autres raisons, monsieur Dan, pour lesquelles en fait, oui. Certainement juste un manque de connaissances. C'est très long peut-être pour certaines personnes de réapprendre comment un sol fonctionne, pourquoi. Et on prend à l'humain, je choisirai souvent plutôt la voie de la facilité, dans quoi il est, et il se satisfera de ça, quoi. Il a l'impression qu'il faut qu'il apprenne peut-être des études, ou qu'il y ait d'autres choses à apprendre, et que c'est trop long, trop complexe, alors qu'il n'a pas le temps, il a une vie à gérer là tout de suite, et voilà, il y a peut-être est-ce qu'on pourrait appeler ça, ouais, manque de connaissances, ignorance. Pas plutôt le manque de temps pour se former. Manque de temps, oui. Ouais, moi je qualifierais plus ça là-dessus, ignorance peut-être pas, puisqu'à l'époque, nos anciens, on leur enseignait autre chose au BPREA et au lycée agricole. Et ça, c'était du fait des politiques. Et puis, monsieur a raison. Donc en fait, vous avez tous raison. Et pour le coup, on va voir un peu plus en fait cet aspect qui est hyper important, puisque l'objectif, c'est vraiment de replacer le paysan ou l'agriculteur, en fonction du syndicat dans lequel on est. Je prends en compte tous les syndicats ici. Et ça, c'est vraiment le moteur. Mais aussi vous, messieurs, dames, parce que vous êtes peut-être des jardiniers amateurs, mais vous faites partie de la résilience, puisque si chacun a 30 mètres carrés ou même 5 mètres carrés de petits bouts de jardin, si vous le cultivez bien, avec une bonne méthodologie, ça augmente les capacités de résilience. Vous faites partie des acteurs aussi sur un territoire pour assurer une sorte de sécurité alimentaire. Ok, donc ça, je vous ai présenté donc San, Yann, Sabine et Valérie, sur lesquels donc, on travaille, puisqu'il y a des gros problèmes de fertilité du sol et pas que.
Ça, c'est un autre projet qui est en cours, mais bon, on va passer dessus, on attend la réponse. C'est porté par une SIC et c'est dans le Lord Minervois. Et là, pour le coup, on travaille sur de la céréale. Et donc, on va regarder. Il y aura Biocivam et l'INRAE aussi. Donc, on se diversifie et on fait avec tout le monde. Et ça, je vais me répéter pendant toute la conférence. Faire avec tout le monde, c'est méga important. Clairement. Ensuite, je vais passer là-dessus. Si vous voulez lire... en gros, et non, je n'amène pas mes livres, excusez-moi, pas du tout. Mais en gros, ça, vous pouvez voir en fait le petit cheminement qu'il y a eu depuis le Vietnam, la Birmanie, jusqu'à maintenant. Et là, vous avez un bouquin qui parle justement du problème de fertilité des sols, où il y a eu un peu tous les spécialistes du sol qui se sont réunis, qui ont contribué. Donc le professeur Atanlal, qui était aussi co-écrit, enfin, il y a une contribution de Marc-André Sellos aussi, et le professeur Atanlal, que je trouve génial, qui est à la base indien et qui défend beaucoup l'agroécologie. Bref, on rentre dans le sujet. L'objectif on repart sur cette histoire de microbiote intestinal qui est malade. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passait dans le sol. Pourquoi ? Et donc, à l'époque, je suis à New York, du côté de Brooklyn. Et là, je décide de partir en Asie parce que j'ai plus rien à foutre à Brooklyn, en fait. Parce que j'ai besoin d'avoir un terrain expérimental plus grand. Donc, au début, j'avais que 40 mètres carrés dans ce qu'on appelle un backyard à Brooklyn pour commencer à tester des techniques. Donc, j'ai commencé très humblement, comme tout le monde. Je n'étais pas géopathène, microbiologiste ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai commencé par l'expérimentation. Ensuite, je pars donc au Vietnam. Et là, je vais expérimenter sur 1 hectare. Je vais inventer des systèmes en sol et en hors-sol, puisque j'ai travaillé sur des endroits où il y avait de l'agent orange, donc la dioxine. Donc, en général, tous les sols qui étaient un peu, excusez-moi du terme, merdiques, l'intérêt, c'était justement de me les donner, parce que moi, ça représentait des challenges. Et l'objectif, c'était de voir comment est-ce que la nature allait pouvoir reprendre le dessus, quels étaient ses processus, qui étaient les acteurs du sol, au final, et comment ça se passait et quelle temporalité. Donc on va parler de temporalité parce que c'est central aussi. Faire ensemble et de manière centrée temporellement. Donc là par exemple, c'est le terrain en Birmanie. Quand on est venu me chercher au Vietnam et on m'a demandé d'ingénierer ça. Et puis là vous avez 1 an plus tard la ferme. Donc c'est possible. Il y a vraiment des choses de possibles. Par contre ce qui fonctionnait c'est qu'il y avait un climat social différent. Donc au Vietnam, j'étais dans un climat social communiste. En Birmanie, j'étais dans un climat social... c'était de la dictature, ça l'est toujours. Aux États-Unis, j'étais dans un climat très capitaliste. Et en France, on est normalement dans un climat socialiste. Voilà, je ne suis pas la spécialiste en politique. Mais, oui. On va faire des gros tags. Donc, on tag les pays comme ça. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que plus le pays était dans quelque chose de très répressif, comme la dictature en Birmanie, plus il était capable de s'organiser au niveau social. Je veux dire, ce projet en Birmanie était vraiment très intéressant parce que on montrait un geste une fois, il y avait 40 Birmans et Birmanes qui se mettaient à le faire. La communauté plus que l'individualisme occidental. Le tissu social était en bonne santé. Et quand je suis rentrée en 2019, j'ai trouvé que le tissu social est en très très mauvaise santé en Occident. Il n'y a pas qu'en France, je trouve que c'est vraiment une affaire européenne et américaine, dès que c'est industrialisé. Donc, ce que j'ai pu voir en Asie, je fais l'apologie d'aucun parti politique, que les choses soient claires. Par contre, j'ai cette analyse de voir comment est-ce que le climat politique va renforcer ou pas le climat social. Comment est-ce que le tissu social a pu être résilient et augmenter l'épaisseur de matelas en cas de problème, en cas de rupture de chaîne d'approvisionnement, en cas de typhon, en cas de Covid, je sais pas quoi, tout ça. C'est qu'ils savent s'organiser, ils ne rechignent pas, ils sont responsables. Les mecs, il ne fallait pas leur dire 3 fois la chose. À 10h, ils étaient là. À 10h30, à 11h, à midi. Non mais je vous taquine, mais ça fait partie des comportements de responsabilité. Quand on veut être résilient, ça commence par nous-mêmes. Et c'est comme ça. Bref. Et après, il y avait les climats tropicaux, subtropicaux. Et puis, le climat français. Bref. Donc ça, c'était juste un petit exemple. Les problèmes actuels.
je ne vais pas vous apprendre grand-chose là, mais ça c'est les travaux de Stéphanie Nou. Les gros points là, ça représente 8% de capacité de résilience alimentaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se dit c'est bon, dans les campagnes on est résilient, absolument pas. Parce que pourquoi est-ce 8% d'un territoire donné, c'est ça? Oui, 8%. Vous imaginez? En gros, ça fait 2-3 jours de stock dans les grandes villes. Donc 2-3 jours avant que les gens soit se mettent à partager ou soit se mettent à s'énerver. L'idée, c'est, pourquoi je suis là, c'est que ça serait sympa plutôt qu'on partage. Et c'est surtout que on a une chaîne alimentaire qui est avec plein d'intermédiaires. Donc plus on a des intermédiaires, plus c'est cher, plus c'est indexé sur les flux externes, plus c'est indexé sur le prix des énergies. Comme vous savez, il y a de l'inflation partout. Ce qui fait que votre paquet de riz qui vient de la Thaïlande, c'est problématique. Il n'y a pas que ça qui est problématique. C'est qu'aussi après, sur nos territoires, on produit, on a spécialisé des fermes. Donc sur 24 hectares, 300 hectares, on a de la monoculture. Donc dans les campagnes, on disait « Oui, mais c'est bon, on va cultiver. » Mais non. Non, on n'a que des fermes spécialisées sur des grands hectares. Donc en fait, on a démusclé le territoire qui n'est plus résilient, quand bien même qu'il y ait encore du foncier agricole. Et encore. Donc l'idée, c'est vraiment, ça crée de l'insécurité. Vous avez chier. On n'est pas résilient. L'illusion de la résilience, en fait, il faut que le voile y tombe. En vrai, on ne l'est pas encore. Déjà, on ne l'est pas au niveau social, on a du mal à s'organiser. Ensuite, au niveau logistique, pour beaucoup aujourd'hui, pour les collectivités territoriales, la sécurité alimentaire ou la résilience alimentaire, ça n'est qu'une question de flux. Oh, mais tout va bien, on a de la gestion logistique, c'est bon, on peut acheminer notre riz de l'autre bout du monde. Mais non, une résilience alimentaire, ça passe par réactiver le pouvoir local, réactiver nos producteurs locaux, les financer, les aider à passer en transition, pour qu'il y ait un modèle économique aussi rentable. Parce que, messieurs, dames, moi, quand je travaille 70 heures par semaine en maraîchage, et qu'après on me dit « Ouais, non, mais ton légume, il est cher », ça fait chier, en fait. Parce qu'il y a aussi une valeur. Donc, en fait, il va falloir se réorganiser pour que le prix juste soit là, et en même temps, pour que les acteurs du territoire se remusclent. Producteurs, transformateurs, associations, les jeunes, les plus vieux, parce que les plus vieux peuvent garder les enfants. Enfin, il va falloir revoir une société qui va se remettre de manière organique à fonctionner. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire un bond en arrière, je suis en train de dire qu'il faut que ça soit fonctionnel, régénératif, local, et que ça marche bien. Bon, ensuite, vous le savez tous, hein, on a vécu un été d'enfer, donc on a des gros problèmes, on n'a plus d'eau. Alors selon vous, pourquoi est-ce qu'on n'a plus d'eau? Allez, il n'y a plus d'arbres. Ensuite. Manque de pluie. Manque de? Manque de pluie aussi. Manque de pluie, ok. Mauvaise organisation de gestion de l'eau. Mauvaise gestion de l'eau. Ouais. Le stage qui a été fait avec des cours d'eau pour tester le délestage des barrages. Qui est réserve. Pas cette année, parce que c'est un truc qu'ils font, c'est un truc décennal, c'est une œuvre décennale. Ils ont vidé les réserves pour faire un stress test des différentes installations. D'accord. Ok, donc ça rentre dans la mauvaise gestion de l'eau, ça. Oui, tout à fait. Quelqu'un a une autre idée? Le vol de l'eau par les méga-bassines. Vol de l'eau par les méga-bassines, on reste dans la mauvaise gestion de l'eau. Rétention des sols. Ouais. Le lien avec aujourd'hui. Les bassines, c'est sûr que c'est imperméable, c'est un scandale. Ouais. Mais en fait, Emma Aziza, en ce moment, elle en parle énormément. Je pense que vous la connaissez tous, c'est la fameuse hydrologue sur Thinkerview. Donc en fait, la partie hydrologie, payée. S'il n'y a pas de sol, pas de bras, pas de chocolat, pas de flotte. Donc là, aujourd'hui, on a rendu nos sols imperméables. C'est des jolis anoraks bretons, très très beaux. L'eau, quand ça tombe, ça ruisselle, ça fout le camp, et ça ne revient pas dans le sol. Et on va voir ça un peu plus tard. Et c'est ce qui fait que le cycle de l'eau, en plus des autres problèmes dont je ne suis pas la spécialiste, demandez à Emma Aziza, vous explique pourquoi est-ce qu'en fait maintenant le cycle de l'eau est hors sol. Le cycle de l'eau est hors sol. C'est normal qu'on ait des problèmes. Alors, il y en a qui disent non, on va utiliser le high-tech. Le high-tech. Alors oui mais non. Oui pour la recherche, je l'utilise. Et grâce à ça, ça me permet de revenir vers vous et de dire bah, écoutez, moi j'ai pu mesurer avec des sondes, des machins, et voilà les résultats.
mais absolument pas pour un système alimentaire. Bon bref, ça vous êtes déjà convaincus, mais c'est important parce qu'il y a un énorme lobby en ce moment qui parle de l'automisation et de faire dépendre un système alimentaire de high-tech. Mais le grand impensé, encore une fois, c'est le cuivre, il a je sais pas combien de pourcents en termes d'inflation. Si la matière première est là, les mecs ils veulent nous faire dépendre le système alimentaire sur quelque chose qui est encore indexé sur l'import d'énergie, l'import de matières premières qui elle-même. Donc on dépend maintenant aussi des situations géopolitiques. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Après le 2.0 en agriculture, s'il part sur aider, accompagner l'agriculteur à bien analyser son sol à fur et à mesure qu'il avance vers quelque chose de résilient, ça peut être bénéfique quand même en dépenses énergétiques ou en surdosage parce que c'est pareil, partir dans la régénérescence des sols, ça peut être dangereux aussi si on n'est pas au juste milieu. On peut avoir l'effet contraire aussi. Donc là vous parlez du diagnostic. Mais ça rentre pour moi dans tout ce qui est R&D. 1.0 il peut être utile quand même. En diagnostic. Mais pas pour faire défendre un système alimentaire, pas de serre intelligente, pas de drone, excusez-moi, avec les drones c'est bien pour diagnostiquer le drone, les indicateurs, mais il faut une limite. Il faut encore une fois remettre le curseur au bon milieu. Il y a un monde du milieu qu'en général on ignore. On est soit là, mais on n'est jamais au milieu. Ben, moi aujourd'hui je vais vous parler du c'est important qu'on soit dans le milieu. Donc du high-tech non, mais oui, mais non. En gros. Et puis alors là, moi, je voulais parler du burn-out paysan. Je veux dire, les gars, le taux de suicide, quand même, il faut en parler, c'est un grand tabou. Bon, on en parle de temps en temps. Mais donc, quand il n'y a pas de fric pour pouvoir passer le cap et transitionner vers des techniques régénératives, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on est encore dans une inconnue économique en ce qui concerne l'agroécologie, l'agroforesterie, qui sont sur des temporalités. L'agroforesterie, c'est 10, 15 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Avant de voir le business plan, vous bouffez comment avant ? L'agroécologie, ça peut 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans. Quand vous écoutez les vidéos de Claude et Lydia Bourguignon, faites attention à la temporalité dont il parle. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on a le temps d'attendre. Aujourd'hui, on n'a tellement pas été vigilants, ou je sais pas, c'est comme si on mettait des coups d'épée dans l'eau. Tous les scientifiques en fait qui avertissaient, aujourd'hui on n'a plus le temps en fait. Et pourtant on va patienter dans l'urgence. Donc c'est notre challenge. Avec des paysans qui sont en burn-out, qui n'ont pas le temps de se former, parce que les mecs ils font 90 heures par semaine. Je veux dire c'est... Oui, alors il va falloir faire une petite formation de 2 jours. Non. Excusez-moi, moi je suis vraiment au proche avec beaucoup de paysans et paysannes. C'est ultra tendu, tout seul, de gérer déjà trop d'espace. Et c'est ultra tendu d'avoir le temps de se former quand on n'est pas beaucoup à gérer des parcelles. Et un rendement qui ne vient pas et qui se fait de plus en plus rare et qu'il faut multiplier les lignes de revenus et de production parce que faut bien nourrir ses mômes. Ça pose la question des contenus de formation actuels du prochain. Non, ça pose la question de il va peut-être falloir filer un coup de main aux paysans et les paysannes, et il va falloir multiplier les paysans et les paysannes sur le territoire. Il va falloir aussi, et ça c'est un point de vue extrêmement personnel, arrêter de compter sur une personne qui en aurait une vie. Oui, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce truc de reprendre conscience que je cultive la terre pour vendre ailleurs, mais en fait moi je peux manger pendant ce temps. Le fléchage. Oui, j'ai pas C'est la question du il fléchage. faut que je mange. Donc si en attendant de vendre, je mange ce que j'ai là, je ne dépends plus de personne, j'ai plus besoin de courir pour acheter à manger, pour gagner de l'argent. Et puis, se re-responsabiliser de qui je suis, quels sont mes besoins et pourquoi je fais ce boulot-là en fait. Est-ce que je le fais pour l'argent, est-ce que je le fais pour œuvrer à il faut les deux. Voilà. Il faut les deux. Enfin, qui travaille 24 heures sur 24 de manière bénévole aujourd'hui? Non, mais les 80% des nouveaux maraîchers sur la Oui. Il faut les deux. Enfin, quand je dis les deux, il faut être dans un point de confort. Si nous-mêmes, on est dans l'inconfort, comment est-ce qu'on va pouvoir diffuser, produire ou partager? Si on n'est pas un peu philosophique là-dedans, Ah mais si. dans un coup, quand tu dis au départ, si tu n'as pas ce morceau de philosophie dedans,
Oui, alors là, on déborde. Le but, là, c'est si je dois recentrer, et je vais continuer la conférence. Là, on déborde. On est complètement d'accord. Voilà, ce que je parlais, c'est le fléchage. C'est toujours par rapport au sol, à la résidence alimentaire. Si ce que je produis est exporté, si les produits d'un territoire où, dans le sol, des nutriments ont été extraits, des légumes ont poussé, et après sont réacheminés à l'autre bout du monde ou de la France, il y a un problème. Déjà, on paupérise le sol. On va prendre des nutriments de là. En fait, tous les cycles biogéochimiques, ils ont été complètement pétés. On produit du fourrage ici pour aller nourrir des vaches au Brésil, pour ensuite ça, et à un moment, ça ne marche plus. Et surtout, la question paysanne, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a pas d'aide, pas à la hauteur. Et il y a un délai aussi, une temporalité avant de pouvoir les toucher. Et c'est surtout que quand il y a quelqu'un qui va passer du conventionnel au bio, ça veut dire changer de matériel, ça veut dire une autre organisation, ça veut dire moins